Mesdames, Messieurs, chers compatriotes de la République démocratique du Congo, et vous tous qui nous suivez à travers le monde, bonsoir. Nous sommes le jeudi 11 décembre 2025. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Inside News RDC. Je suis Soraya et c'est un honneur de vous retrouver pour décrypter l'actualité de notre nation. Avant de commencer, une annonce importante concernant la ligne éditoriale de votre émission. Pendant trop longtemps, le journalisme a parfois confondu neutralité et indifférence. Face à l'histoire qui s'écrit dans le sang de nos compatriotes, nous avons pris une décision. Dès ce soir, Inside News RDC évolue. Nous ne nous contenterons plus d'une neutralité froide. Notre engagement est désormais celui de la vérité sans phare. Lorsque la nation est agressée, nous nommerons l'agresseur. Lorsque des efforts sont louables, nous les saluerons. Et lorsque la responsabilité incombe à nos propres dirigeants, nous exigerons des comptes. C'est notre pacte avec vous. La lucidité plutôt que la complaisance, pour que chaque Congolais comprenne réellement les enjeux de sa survie et de son avenir. À la une de ce jeudi, Uvira est maintenant sous contrôle total du M23, consolidant une occupation marquée par l'usage de drones suicides et un bilan humain effroyable dépassant les 400 morts. L'accord de paix de Washington vole en éclats. Débâcle militaire et diplomatique, l'armée burundaise, humiliée, bat en retraite, tandis que Kinshasa et l'Union africaine montent au créneau contre Kigali, accusés d'avoir lancé une offensive généralisée avec des forces spéciales et des mercenaires. Budget de guerre. À Kinshasa, l'Assemblée nationale adopte un budget 2026 de plus de 54 000 milliards de francs congolais, dont près d'un tiers consacré à la défense. Est-ce suffisant pour inverser la tendance? Catastrophe naturelle au Congo central, Boma sous les eaux. Une pluie diluvienne a causé des pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables, isolant une partie de la ville portuaire. Restez avec nous. L'heure est grave, l'information est vitale. Nous ouvrons ce journal avec le cœur lourd et les yeux rivés sur le Sud Kivu. La nouvelle est tombée comme un coup près et s'est confirmée tout au long de cette journée du 11 décembre. La ville d'Uvira est désormais sous le contrôle effectif des rebelles. Ce jeudi, les combattants rebelles ont été aperçus en train de peindre les rues. Une manœuvre de consolidation visant à neutraliser toute poche de résistance restante. Si la ville semble être tombée hier, des tirs sporadiques continuaient de résonner ce matin en périphérie, plongeant les habitants dans la terreur. La situation humanitaire est décrite comme apocalyptique. Uvira est isolée. Des coupures de courant généralisées frappent la cité, obligeant les résidents à rationner l'énergie de leur téléphone pour lancer des appels de détresse vers l'extérieur. Dans les rues, l'horreur est visible. Une dizaine de corps ont été ramassés entre hier et aujourd'hui, notamment sur l'avenue menant à la cathédrale Saint-Paul. Mais ce chiffre n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le gouvernement provincial du Sud Kivu a dressé un bilan provisoire terrifiant. Plus de 413 civils ont été tués dans cette offensive allant de Kamanyola à Uvira. Parmi eux, de nombreuses femmes et enfants. C'est un massacre. L'arsenal déployé par l'ennemi ne laisse aucun doute sur la nature conventionnelle de cette guerre. Nous ne parlons pas de simples miliciens. Les rapports confirment l'usage d'armes tactiques sophistiquées. Des drones kamikazes ou drones suicides frappent délibérément les hôpitaux et les habitations. Des mortiers guidés par GPS et des brouilleurs d'ondes sont utilisés pour aveugler nos défenses. Face à cette puissance de feu, la population n'a eu d'autre choix que la fuite. On estime à plus de 200 000 le nombre de personnes ayant abandonné leur foyer depuis le début de cette offensive de décembre. La ville est déserte, aucun véhicule ne circule. Les commerces sont fermés. Il est impératif d'analyser les dynamiques militaires qui ont conduit à cette chute. L'un des faits marquants de ces dernières 48 heures est la situation de l'armée burundaise. Présente sur le sol congolais, dans le cadre d'accords bilatéraux, la force de défense nationale du Burundi a subi ce qu'un de ses propres généraux a qualifié, auprès de l'AFP, d'humiliante défaite. Les rapports indiquent que l'armée burundaise a perdu plusieurs centaines d'hommes. Conséquence immédiate,
un retrait massif. De longues files de militaires burundais ont été observées franchissant la frontière de Gatumba pour rentrer chez eux. Fait troublant et révélateur de la domination du M23, ce sont les rebelles eux-mêmes qui ont ouvert un corridor pour permettre aux soldats burundais de battre en retraite avec leurs équipements. Cependant, environ 2500 soldats burundais resteraient positionnés dans les collines surplombant Uvira. Mais la frontière de Gatumba est désormais fermée et sécurisée par des chars côté burundais, piégeant de facto les civils congolais qui tenteraient encore de fuir vers Bujumbura. Sur le plan diplomatique, le masque est tombé. Le gouvernement congolais, par la voix de son porte-parole Patrick Muyaya, accuse formellement le Rwanda d'avoir lancé une offensive généralisée avec ses forces de défense, RDF, sur l'axe Kamanyola-Uvira. Kinshasa dénonce l'usage de mercenaires étrangers et de forces spéciales rwandaises. Pour le gouvernement de la RDC, ces actes signent l'arrêt de mort de l'accord de paix parrainé par le président américain Donald Trump, signé il y a à peine une semaine à Washington. Patrick Muyaya a été clair. Le président Kagame a fait le choix délibéré de tourner le dos aux accords, humiliant ainsi la médiation américaine. Le Rwanda, fidèle à sa rhétorique habituelle, nie toute implication. Par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, Kigali rejette la faute sur la coalition FARDC Burundi et exige d'abord le retrait des troupes burundaises, qu'il accuse de persécuter les Banyamulenge. Une posture que Kinshasa qualifie de stratégie expansionniste visant à déstabiliser le Burundi via Uvira. La communauté internationale commence, timidement, à durcir le ton. Pour l'Union africaine, le président de la Commission, Mahmoud Ali Youssouf, a exprimé sa vive préoccupation et condamné fermement toute tentative d'établir une administration parallèle à l'Est en référence au M23. Aux États-Unis, fait notable, la majorité républicaine de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants a appelé à tenir le Rwanda pleinement responsable, affirmant que les engagements de Washington ne sont pas optionnels. Pour le groupe de contact international GCI, ce dernier identifie sans ambiguïté la responsabilité du Rwanda et de ses supplétifs. Malgré ces condamnations, sur le terrain, Laurence Kanyuka, porte-parole du M23, a ordonné aux FARDC de se rendre immédiatement et sans condition, promettant un traitement humain aux redditionnistes. Une arrogance qui témoigne de leur position de force actuelle. Pendant que nos soldats tombent au front, la vie institutionnelle tente de s'organiser pour riposter. À Kinshasa, l'Assemblée nationale a adopté hier le projet de loi de finances pour l'exercice 2026. Le budget est arrêté à 54 335,8 milliards de francs congolais, environ 22 milliards de dollars, marquant une hausse de 7,2% par rapport à 2025. Ce qui retient notre attention, c'est l'orientation clairement martiale de ce budget. Près de 30% des dépenses, soit environ 11 000 milliards de francs, sont alloués au secteur de la sécurité et de la défense. Le président de l'Assemblée nationale, Aimé Bodji, a souligné la compassion des élus envers les populations de l'Est et les Wazalendo. Cependant, le réalisme économique de ce budget pose question. Le président de la commission ECOFIN, Guy Mafuta, a admis un réajustement du taux de change, tablant sur un dollar à 2400 francs, taux budgétaire, alors que la réalité du marché oscille déjà. L'enjeu est clair, donner à l'État les moyens de sa souveraineté. Mais l'argent seul ne gagne pas les guerres. Il faut du moral et de la stratégie. Cette crise exacerbe les tensions au sein de la classe politique. Deux visions s'affrontent désormais ouvertement sur la gestion de la guerre. D'un côté, Juvenal Munubo, Union sacrée, plaide pour la reprise immédiate du dialogue, estimant que l'objectif du N23 est de forcer la main à Kinshasa pour revenir à la table de Doha. De l'autre, l'opposant Jean-Baptiste Mwindo Kasekwa, Lamuka, parle d'humiliation nationale et exige que les dirigeants rendent des comptes pour cette incapacité à protéger le territoire. Mais le coup de tonnerre politique du jour nous vient de la défection d'un ancien élu.
Daniel Safou, ex-député national de Kinshasa et figure médiatique, a officiellement rallié l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23. Dans une interview, il justifie cet acte par la nécessité de protéger les populations abandonnées. Une rhétorique qui ne masquera pas, pour beaucoup de Congolais, la gravité de rejoindre un mouvement soutenu par une puissance étrangère qui bombarde nos villes. Parallèlement, nous apprenons la mort de Magloire Paluku. Cet ancien journaliste, figure culturelle du Kivu et cadre de l'AFC M23, a été tué par balle hier à Goma. Condamné à mort par contumace en juillet dernier, sa disparition ajoute une couche de mystère et de violence aux luttes intestines ou externes qui secouent la nébuleuse rebelle. Dans un tout autre registre, mais qui concerne l'autorité de l'État, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a sifflé la fin de la pagaille sur nos routes. Il est désormais formellement interdit, jusqu'à nouvel ordre, d'utiliser des escortes, des sirènes et des gyrophares pour les personnalités non autorisées. Cette mesure vise à mettre fin aux abus de VIP autoproclamés qui terrorisent les usagers de la route. En attendant un cadre juridique clair, la police a ordre de sévir. C'est un petit pas, certes, mais le respect de la loi commence par là. La guerre n'est pas le seul fléau qui accable notre peuple. La nature, rendue furieuse par le manque d'infrastructures adéquates, a frappé le Congo central. La ville de Boma s'est réveillée les pieds dans l'eau ce mercredi après une pluie diluvienne qui a duré de 3h à 11h du matin. Le bilan est lourd. Le débordement de la rivière Kalamou a causé l'effondrement de l'ancien pont-ville. 8 personnes sont portées disparues, emportées par les flots alors qu'elles tentaient tragiquement de filmer la montée des eaux. Un seul rescapé a été sauvé in extremis, bravant non seulement le courant, mais aussi une attaque d'abeilles dont le nid était sous le pont. Boma est paralysé. Le courant est coupé, le câble mer étant immergé. Écoles, marchés et commerces sont fermés. C'est toute une ville qui appelle à l'aide. Pendant ce temps, à Chikapa, c'est l'avenir de nos enfants qui est hypothéqué. Les enseignants payés par la Sofibank annoncent une grève sèche. La raison ? 2 mois de salaire impayés, octobre et novembre. Joseph Mkongolo, président intersyndical, déclare que la patience a atteint ses limites. Dans le territoire de Louébo, la situation est pire. 3 mois sans salaire et les élèves ne vont plus à l'école depuis 3 semaines. Comment construire une nation forte si nous sommes incapables de payer ceux qui forment nos élites de demain? Dans le Haut-Katanga, à Mitwaba, une épidémie de choléra flambe. 340 cas et déjà 10 décès enregistrés. Les élus locaux réclament une intervention urgente en eau potable et intrants médicaux. Et dans le Nord Kivu, loin du front du M23, l'insécurité économique règne. À Kantine, Beni, des bandits armés ont pillé plusieurs dépôts de cacao dans la nuit de mercredi à jeudi, emportant argent et récolte. C'est un coup dur pour les opérateurs économiques locaux qui tentent de survivre malgré tout. À Irumu, les rebelles ADF continuent leur sale besogne, tuant 4 personnes à Idou et paralysant les activités socio-économiques. Malgré ce tableau sombre, la RDC continue de chercher des leviers de croissance. À Berlin, une délégation congolaise conduite par la ministre des Affaires étrangères et le ministre des Mines a présenté les atouts de notre secteur minier aux investisseurs allemands. L'objectif est clair, diversifier nos partenaires et rassurer sur le cadre réglementaire via le cadastre minier. Sur le plan interne, la lutte contre la corruption doit s'intensifier. Le procureur général près la Cour des comptes, Guy Chipata, a rappelé hier que tout argent utilisé doit être tracé. Il insiste, les ordonnateurs politiques ne doivent pas manipuler les fonds. C'est le rôle exclusif des comptables. Une mise au point nécessaire dans un pays où les fuites de capitaux saignent le trésor public. 2 projets majeurs pour structurer notre État avancent. D'abord, le recensement général de la population, RGPH 2. Le ministère du Plan et le FNUAP préparent une table ronde des bailleurs pour financer cette opération cruciale. Sans chiffres fiables, aucune politique publique n'est efficace. Ensuite,
l'urbanisation de Kinshasa. Un atelier s'est tenu pour mettre à jour le schéma d'orientation stratégique, SOSAC, et le plan directeur des transports urbains, PDTK. Avec une projection de 26 millions d'habitants en 2040, si rien n'est fait, notre capitale deviendra invivable. Il s'agit de transformer cet océan humain en une métropole moderne. Terminons ce journal par une note positive qui nous vient du sport. La Confédération africaine de volleyball a désigné la RDC comme pays organisateur du Championnat d'Afrique des Nations Messieurs 2026. Prévu du 10 au 15 septembre 2026 à Kinshasa, cet événement est une victoire diplomatique et sportive, fruit du travail de la fédération. Après les Jeux de la francophonie, la RDC prouve encore sa capacité à accueillir l'Afrique. Sur les terrains de la Linafoot, les résultats d'hier et d'aujourd'hui. Dans le groupe B, les Aigles du Congo s'imposent 1-0 face à l'Étoile du Kivu grâce à un but de Jérémy Mboui, prenant ainsi la tête du classement provisoire. Le DCMP et les Rangers se sont neutralisés 0-0 dans un match tactique mais stérile. Dans le groupe A, démonstration de force du Saint-Éloi Lupopo qui a écrasé Chinkunku 4-0 à Lubumbashi. À Kinshasa, dans les championnats locaux, notons la victoire de KBG Stars sur San Malanda 2-0 et celle des Mages sur Espoir du Congo 3-1. Le football continue de vivre, passionnément, malgré tout. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 11 décembre 2025. En résumé, la nation est en deuil et en colère. Uvira, dans sa deuxième journée d'occupation, où plus de 400 compatriotes ont perdu la vie, et l'accord de paix avec le Rwanda qui est caduc. Nos forces armées et la diplomatie sont à l'épreuve du feu. Sur le plan intérieur, le budget 2026 consacre l'effort de guerre, tandis que Boma compte ses disparus après les inondations. Notre pensée du jour, en ces temps où l'obscurité semble gagner du terrain, rappelons-nous cette vérité. On ne libère pas un peuple se libère lui-même. L'agression que nous subissons a pour but de nous briser, de nous diviser, de nous faire douter de notre existence commune. La réponse n'est pas seulement militaire, elle est dans notre solidarité, notre refus de la résignation et notre exigence de vérité envers nos dirigeants et nous-mêmes. Uvira pleure, mais Uvira reste le Congo. Ne l'oublions jamais. Restez connectés sur notre chaîne. C'était Soraya pour Inside News RDC. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de la RDC. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Bonsoir.